Bonjour Diana Badiop. Bonjour Alexandre. Merci d'être notre invité ce matin. Pour être libre, il faut être craint. Nous ne sommes pas assez craints. Ces mots, ce sont ceux d'Emmanuel Macron hier en Conseil des ministres, visiblement furieux après l'accord sur les droits de douane conclu entre l'Union européenne et Donald Trump. Est-ce que vous partagez ce constat d'Emmanuel Macron? Je partage le constat, mais je lui demande dans ce cas-là, qu'a-t-il fait pour justement éviter un accord qui nous est aussi défavorable au sein de l'Union européenne. Moi, je pense que Ursula von der Leyen fait partie aussi des personnalités et aussi de son camp politique. Il y a eu des discussions. Les chefs d'État ont quand même donné un certain nombre, comment dirais-je, de feux verts. On a peu entendu la France. Et c'est toujours bien de commenter a posteriori, mais quand on gouverne, c'est aussi faire en sorte d'influer les décisions. Et moi, je demande aussi qu'est-ce qu'a négocié le président de la République, qu'est-ce qu'a négocié son camp pour justement dans ces accords. On peut s'indigner aujourd'hui, on aurait aimé qu'il agisse plus tôt. Mais Emmanuel Macron, il pourrait vous rétorquer la question dans la mesure où les socialistes aujourd'hui participent à la plateforme qui permet à Ursula von der Leyen de rester présidente de la Commission. Nous ne participons pas, c'est-à-dire que vous savez, c'est pas du tout la même chose lorsque vous êtes à l'Union européenne, au Parlement européen qu'en France. C'est pas une opposition contre une majorité. Et d'ailleurs, on l'expérimente chaque jour à l'Assemblée nationale. Nous avons donné un certain nombre de points. Les socialistes, et je rappelle que les socialistes français ont clairement dit qu'ils étaient contre l'accord. Nous avions déjà aussi dénoncé l'accord du Mercosur. Il y a beaucoup de faits sur lesquels nous n'avons pas été d'accord. Nous l'avons dénoncé avec force avec notre délégation, par la voix non seulement de nos eurodéputés. Je rappelle que ce soit Raphaël Glucksmann, mais aussi Nora Mebarek, Chloé Ridel et bien d'autres. À chaque fois, nous avons dit notre position. Les Insoumis, ils ont annoncé hier qu'ils allaient déposer au niveau européen une motion de censure contre Ursula von der Leyen. Est-ce que les socialistes français la voteront? Je crois qu'il faut aussi raison garder, c'est-à-dire que c'est très bien de déposer une motion de censure. Quelle chance a-t-elle d'aboutir? Aucune. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut d'abord discuter avec les différents députés qui sont présents pour influer, pour qu'il y ait une réaction de l'Union européenne. Il faudrait activer, justement, dans le cadre du plan anti-coercition, c'est-à-dire dire que nous aussi, nous pouvons interdire sur des sujets bien précis certains produits, par exemple leur interdire l'entrée dans l'Union européenne. C'est ça qu'il faut faire. Au-delà de la motion de censure, il faut déposer concrètement des projets, faire appliquer des mesures qui existent déjà dans le panel des actions qui sont possibles par le Parlement européen. Alors de motion de censure, il en est aussi question en France. Hier, c'était le dernier Conseil des ministres avant les vacances. Est-ce que vous dites aux ministres de faire leur carton en même temps que leur valise? Je leur dis surtout qu'il va falloir être cohérent et surtout, il va falloir qu'ils aient sur le budget qui nous attend un certain nombre de propositions qui soient... on sait qu'il va falloir trouver des économies. Pas de souci. Mais où vont-ils chercher ces économies? Comme toujours, on va les chercher dans la poche de celles et ceux qui sont les plus pauvres ou celles qui en ont le plus besoin. On le redit encore une fois, il y a la taxe Zuckman qu'on peut activer pour aller chercher de l'argent. Donc, s'ils ne sont pas... C'est cette taxe qui prélève sur les plus hauts patrimoines. Les très hauts patrimoines. Et c'est-à-dire que ça permet à ce que chacun puisse faire un effort. Moi, je ne comprends pas que celles et ceux qui ont vu leur patrimoine doubler, c'est-à-dire passer de 600 milliards à 1200 milliards, on ne peut pas leur demander de faire un effort dans un moment où, justement, notre pays... Mais vous allez la voter ou non, cette motion de censure? Mais bien sûr qu'on va la voter, cette motion de censure. On sera même celles et ceux qui la déposeront si, effectivement, l'effort se porte toujours et encore sur celles et ceux qui en ont le plus besoin. Ce qu'on a un peu de mal à comprendre, c'est qu'au mois de février, vous avez conclu une sorte de pacte one-shot de non-censure avec... François Bayrou en échange de ce conclave sur les retraites qui s'est soldé par un échec. Est-ce que vous vous êtes fait rouler dans la farine par François Bayrou? Alors, nous n'avons pas fait un pacte one-shot. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons dit, nous sommes d'accord pour discuter. Et lorsque nous avons discuté, nous n'étions pas seuls, le Parti communiste était présent avec nous, ainsi que les écologistes et Génération. Lorsque nous avons discuté, il y avait un certain nombre d'engagements qui avaient été pris. Je rappelle que le Premier ministre François Bayrou nous avait adressé à cet effet une lettre. Mais sur le conclave, visiblement, il n'a pas tenu ses engagements. C'est pour ça que nous avons déposé une motion de censure. Vous l'avez cru, sincèrement, quand il vous a fait cette proposition? Non, c'est pas que nous l'avons cru, c'est que nous avons fait le choix à ce moment-là de dire que nous serions plus utiles
aux Françaises et aux Français, et aussi aux entreprises, aux associations, mais aussi dans les collectivités territoriales. Je rappelle qu'au Parti socialiste, nous avons énormément d'élus locaux qui nous ont dit, nous, sans budget, ça va être très compliqué si on ne vote pas de budget. Nous avons entendu cela, nous avons fait un certain nombre de concessions, nous avions des engagements, ils n'ont pas été tenus. On a déposé une motion de censure, qui a été l'une d'ailleurs qui a été les mieux votées justement à l'Assemblée. Nous continuons à la rentrée, nous l'avons dit d'ailleurs par la voix de notre premier secrétaire Olivier Faure et par la voix de notre président de groupe Boris Vallaud. Nous déposerons une motion de censure s'il n'y a pas de propositions concrètes qui améliorent la vie des gens sur les services publics, sur la santé, sur le logement, sur l'éducation. Un certain nombre de mesures sont attendues. Si elles ne sont pas présentes, eh bien nous censurons. Alors il y a un autre gros dossier qui doit revenir à la rentrée, c'est celui de la loi Duplon, avec cette pétition qui a passé au début de semaine la barre symbolique des 2 millions de signatures, du jamais vu. Quelle doit être la suite selon vous maintenant? Eh bien, il y a deux choses très concrètes. Nous avons déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel. C'est notre collègue Aurélien Rousseau qui l'a défendu pour les socialistes. Nous avons été très clairs. Nous avons dénoncé d'ailleurs la manœuvre, c'est-à-dire la motion de rejet qui a été déposée à l'Assemblée pour éviter justement qu'il y ait le vote. Nous demandons qu'il y ait une seconde lecture et surtout qu'il y ait une abrogation de cette proposition de loi. C'est entre les mains du Conseil constitutionnel, mais c'est surtout que le président de la République, Emmanuel Macron, a le pouvoir justement de mettre fin à cette mascarade, sachant qu'il demandait lui-même un référendum à 1 million, on est à plus de 2 millions, et bien qu'il passe à l'acte. Mais est-ce que c'est pas un peu dangereux de se mettre à légiférer en fonction de pétitions, qu'elles soient populaires, Absolument pas. Sur tous les thèmes? Je ne sais pas si demain il y a une pétition pour rétablir la peine de mort qui fait 2 millions, est-ce qu'il faut en rediscuter? Là, c'est différent. Vous êtes sur une loi qui n'a pas été discutée comme il se devrait, c'est-à-dire qu'il y a eu un contournement quand même du travail parlementaire par la majorité elle-même qui dépose une motion de rejet contre son propre projet de loi. Il y a un recours devant le Conseil constitutionnel et ce recours devant le Conseil constitutionnel est appuyé par une pétition qui a été signée par plus de 2 millions de nos concitoyens. On est dans un contexte totalement différent. Est-ce qu'on pourrait imaginer un référendum sur cette question ? Moi, je crois que dans ces cas-là, ce serait une bonne question sur laquelle il pourrait y avoir un référendum et qu'on laisse les Françaises et les Français décider. En tout cas, les 2 millions de signatures sont assez éloquents. C'est la première fois qu'on a une telle mobilisation sur un projet de loi. Eh bien, nous demander à ce que, justement, le président de la République prenne ses responsabilités. Alors ça, cette loi Duplon, cette pétition contre la loi Duplon, c'est un des points d'accord aujourd'hui entre les différents partis de gauche. Il en manque un peu en ce moment par rapport à il y a un an et cet accord du nouveau Front populaire. Vous avez participé début juillet à une rencontre autour de Lucie Castet pour lancer une initiative de candidature unique de la gauche en 2027. Est-ce que vous y croyez vraiment ? Eh bien, en tout cas, nous ferons tout pour la bâtir et je crois que nous sommes très nombreux à gauche, non seulement à y croire, mais c'est surtout que notre électorat nous pousse. Vous savez que lorsqu'on a fait l'accord de la NUPES et après l'accord du nouveau Front populaire, c'était pour répondre à cet électorat de gauche qui nous dit à chaque fois il faut un candidat unique à gauche parce que nous en avons besoin. Nous avons fait la démonstration justement lors du nouveau Front populaire que la gauche était la seule à être un rempart contre l'extrême droite. Eh bien, il faut le concrétiser au moment des élections présidentielles. Si nous ne le faisons pas, chacun connaît déjà le scénario et bien sûr, malheureusement, le résultat qui sera celui du second tour. Mais nos confrères du Monde révélaient hier que le Parti socialiste préparait, je cite, un plan de dissolution pour présenter des candidats socialistes face à des candidats de la France insoumise dans les circonscriptions où le RN n'aurait pas de chance de gagner. Déjà, est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Nous avons. C'est pas très unitaire, vous admettrez comme démarche. Ce n'est pas une question d'unitaire ou pas comme démarche. Je rappelle juste que nous sommes dans un moment où la France insoumise a déjà déclaré des candidats quasiment partout où vous avez des maires de gauche et notamment des maires socialistes sortants pour les municipales. Moi, je dis que l'unité, c'est bien, mais il faut que chacun aussi prenne ses responsabilités. Donc, à partir du moment où nous savons qu'il n'y a pas de risque pour, par exemple, qu'un député RN puisse gagner. C'est le retour de la guerre des gauches, quoi. C'est pas le retour de la guerre des gauches, c'est surtout le retour d'un débat sain, je crois, au sein de la gauche. C'est-à-dire que eux, les premiers, disent qu'il n'y a pas de monopole, qu'ils ont le droit de présenter des candidats. On l'a vu notamment sur des partielles ou sur des municipales. Eh bien, nous sommes prêts. Nous n'avons pas peur, comme l'a dit Pierre Jouvet, de retourner devant les urnes et devant les électeurs. Eh bien, ce sera un débat sain. Mais à chaque fois qu'il y aura un risque, justement, qu'il y ait un député RN et donc que l'extrême droite arrive, eh bien là, nous prendrons nos responsabilités et nous ne présenterons pas de candidats. Merci beaucoup, Diana Badiom, d'avoir été notre invitée ce matin sur France Info.